Donc, bonjour à tous, bienvenue au Nardine du Jersey consacré à la recherche à l'hôpital pendant le Covid-19, donc présenté par le professeur Isabelle Pellier et M. Carballido de la DRCI d'Angers. Donc, vous avez l'habitude de notre outil, vous pourrez poser vos questions soit par chat, soit en ouvrant vos micros à l'issue de la présentation. Donc, je laisse la parole et je vais diffuser le diaporama en partageant notre écran. C'est bon. L'écran est partagé. Et moi, j'avance. Voilà, tout à fait. C'est là. Oui. Bonjour à tous. Bon, déjà, merci au GIRSI de nous avoir proposé de faire cette présentation qui est quelque part un premier petit retour d'expérience sur une période longue et difficile qu'ont traversé les hôpitaux. Nous sommes ravis avec le professeur Pellier de faire cette présentation. Donc, alors, on va faire une présentation qui est peut-être un peu orientée CHU d'Angers. Et donc, évidemment, on espère que vous l'enrichirez avec vos questions en partageant vos expériences respectives. Donc, on a fait une petite approche quand même quelque part chronologique des choses, parce qu'il y a eu plusieurs phases, plusieurs temps dans cette quelque part crise. Et voilà, et vous allez voir que les DRCI, elles aussi, sont montées, on va dire, en puissance au fur et à mesure d'évolution de l'épidémie sur cette question. Alors, au tout début, quand la crise éclate, au début de l'épidémie, la priorité est donnée aux soins. C'est à peu près le cas dans tous les hôpitaux de France. Ceux qui sont déjà dans le dur et ceux qui attendent, on va dire, la fameuse première vague. Et là, quand on travaille dans une DRCI, quand on a un personnel recherche d'un hôpital, on se dit, bon, on entre probablement dans une période assez calme. Lentement, on voit que la priorité étant donnée aux soins, les protocoles de recherche sont mis à l'arrêt. Nous-mêmes, à Angers, nous n'avons pas été les premiers là-dessus. On a commencé à recevoir des messages des autres établissements de santé nous informant que les visites d'arc sur site se terminaient. Donc, nous avons appliqué la réciproque. Et lentement, mais sûrement, quelque part, tout est tombé un peu, on va dire, en sommeil. Et là, oui, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dit, bon, bah, on verra quand est-ce que ça va reprendre, mais l'heure n'est pas à la recherche. Dans la plupart des établissements, c'est le cas à Angers. Au début, on parle de plan de continuité d'activité, c'est très technique. On parle de plan blanc, on va dire, on met en place des organisations en mode dégradé et les directions de la recherche, notamment, on est de bons élèves parce qu'étant donné que la plupart des protocoles sont à l'arrêt, eh bien, on propose à nos directions des fonctionnements où on a peu de personnel sur place et puis on se dit de toute façon, là, dans un premier temps, notre activité n'est plus une activité stratégique pour l'établissement. Et en fait, on croit que ça va durer plusieurs mois et c'est là où on se trompe et quelque part, on sent pas le vent tourner. Sauf que rapidement, on se rend compte que face à cette crise, on a quelque part un échec dans la réponse thérapeutique qui est proposée. Et rapidement, les débats se tournent en parallèle du soin vers la recherche clinique. Et là, tout de suite, on sent qu'on a un problème de temporalité. C'est-à-dire que globalement, l'institution et puis surtout l'opinion publique, avant toute chose, font part de leurs attentes immédiates, à savoir on veut des réponses, on veut que la recherche apporte des réponses tout de suite pour améliorer la prise en charge du patient face au Covid-19. Sauf que nous, quand on est la fonction support, une DRCI, eh bien on sait que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se faire en quelques jours ou quelques semaines. Et donc là, quelque part, on est, on est pris d'un certain vertige et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? On est pris entre les problématiques d'exigence méthodologique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que dans une période de crise que les protocoles doivent être mal designés et bâclés. On est également face à la rigueur scientifique. Je veux dire, quelque part, on n'a jamais autant parlé de recherche et discuté de sa qualité et de son bien fondé au cours de ces derniers mois. Donc, cette rigueur, il ne fallait pas l'oublier. Mais également faire face aux contraintes réglementaires qui, en temps normal, ne permettent pas de mettre en place des protocoles à une vitesse, on va dire, à la vitesse à laquelle on nous attendait au cours de cet événement. Donc, rapidement, les investigateurs et les DRCI sentent que la pression est mise sur eux. Les investigateurs réagissent puisque les idées fusent et puis les DRCI vont devoir emboîter le pas. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà que des organisations qui, d'habitude, de prime abord, paraissent, on va dire, un petit peu rigides, font preuve d'une vraie résilience et d'une vraie réactivité. Déjà, au niveau national, les procédures réglementaires sont vraiment très allégées et accélérées.
Moi, je me souviens, avec le professeur Pellier, on était à la DRCI, on avait des investigateurs qui venaient déposer leur protocole, qui avaient bossé avec les méthodologistes, et ainsi de suite. Et puis, on se disait, de toute façon, ils ont travaillé très bien, très vite, mais là, le temps qu'on ait une réponse du CPP et de la NSM, l'épidémie sera passée. Et en fait, non. Au niveau national, même, il ne faut pas s'en cacher, on a eu une petite période de flou, on n'avait pas de réponse, mais rapidement, on nous a vite donné des réponses en nous disant les autorisations, vous les aurez et vous allez passer devant la NSM et en CPP en moins de 10 jours. Et ça s'est passé comme ça pour à peu près tous nos projets. Au niveau des appels à projets, parce que bon, c'est bien d'avoir des procédures réglementaires accélérées, mais quand même se poser la question des financements. On voit que le calendrier des appels à projets a été bouleversé, réellement. C'est-à-dire qu'on a eu un appel à projet national spécial Covid qui a été mis en place, mais également au niveau interrégional. Donc, c'est pas au GIRC qu'on va l'apprendre. Et on a vu également émerger pas mal d'appels à projets ponctuels qui d'habitude n'existent pas, mais qui, en raison de la crise, étaient publiés. Donc tout ça, en fait, ça a provoqué une densité de travail assez exceptionnelle pour le personnel de recherche dans les établissements publics de santé. Et je pense qu'il faut le souligner, d'autant que pendant cette période, et c'est bien normal, les caméras, on va dire, ont mis l'accent sur le soin, qui était extrêmement occupé, mais côté recherche, ça a été une période assez exceptionnelle également. Alors, comme je vous l'ai dit, on voit que les organisations ont été résilientes, y compris au niveau national en matière d'autorisation. En revanche, la question des financements est vite devenue problématique parce que certes, au niveau national, on nous expliquait qu'il y avait des appels à projets spéciaux qui étaient mis en place, sauf que nous n'avions pas de budget, nous n'avions pas de calendrier et nous n'avions pas non plus de critères de sélection. C'est-à-dire qu'on pouvait s'appuyer là-dessus, mais à hauteur de combien, on ne savait pas et quand, on le savait encore moins. Et pourtant, l'urgence restait. Donc, on avait un dilemme, c'est-à-dire soit on attendait la confirmation d'un financement au risque de démarrer un essai qui avait obtenu toutes les autorisations et sur lequel les investigateurs et les fonctions support avaient bossé nuit et jour, mais on attendait la confirmation d'un financement et l'épidémie était passée et donc c'était foutu. Ou alors, on se lançait sur fonds propres au cœur de l'épidémie dans l'attente d'un financement, mais ça faisait prendre quand même un risque financier qui était assez important dès lors qu'on avait plusieurs essais multicentriques par établissement qui arrivaient. C'était le cas d'Angers. Et donc là, on a réfléchi, on va dire, à une solution un petit peu innovante et on s'est dit pourquoi pas mutualiser le risque et réduire donc le risque par la solidarité et proposer aux établissements la politique du zéro surcoût. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, je dois vous avouer qu'au tout début, on s'est dit, moi au tout début, j'étais un peu fébrile et je me suis dit, bon, on va peut-être se prendre des portes et on va nous dire, mais pour qui vous prenez-vous? Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que les investigateurs entre eux, donc les médecins entre eux, les médecins d'Angers qui contactaient leurs homologues dans d'autres centres recevaient tout de suite une réponse favorable. Et moi, je me suis rendu compte également en contactant mes homologues, les autres directeurs de la recherche, qu'on avait également des réponses favorables. Donc, du coup, on s'est lancé rapidement, très rapidement, sans confirmation de financement, dans 4 essais multicentriques, très rapidement, avant la fin du mois d'avril, tous ces essais avaient commencé à inclure. Nous n'avions pas de confirmation de financement et nous avions envoyé des conventions sans surcoût pour tout le monde. Donc, c'était quand même un risque financier si on avait appliqué la tarification habituelle de plusieurs millions d'euros qui était portée par le CHU. Et là, forcément, le risque financier était réduit. Alors, il n'était pas nul, puisqu'on proposait toujours en fait un forfait d'ouverture de centre et un forfait pharmacie lorsqu'il s'agissait d'un essai médicament, mais quand même, le risque était réduit. Et donc, ça nous a permis de démarrer sur fonds propres. Et au final, on a quand même 3 grandes études multicentriques qui ont été lancées sans surcoût, mais qui au final ont bénéficié d'une source de financement. Donc là, maintenant, on est en train de faire des conventions rectificatives pour pouvoir rémunérer les centres. Donc, le bilan en Angers, c'est 16 études qui ont été promues, 6 RIPH, dont 2 médicaments, qui quand même, à elles seules, associent plus de 70 centres. 30 études de promotion externe qui ont été ouvertes au CHU, dont 5 RIPH médicaments qui ont inclus plus de 250 patients, et ça continue. Alors, là aussi, c'est un débat. Quand on demande aux établissements d'annoncer le nombre de protocoles ouverts, on a certains établissements qui affichent 60, 70, 80 protocoles. À Angers, on a quand même fait attention de n'ouvrir que des protocoles dans lesquels on allait pouvoir inclure. Nous n'étions pas la zone, on va dire, la plus touchée par l'épidémie, donc la volumétrie des patients n'était pas, on va dire, ici la plus importante.
Et on ne trouvait pas ça très sympa de conventionner à tout va et de dire oui, on ouvre, on participe, si derrière on n'incluait pas. Pourquoi est-ce qu'on a tenu ce discours et on a appliqué cela, et on va en parler après? C'est que nous-mêmes, nous avons connu des difficultés dans les études que nous avons promues, des difficultés d'inclusion. C'est-à-dire qu'on a eu des centres qui tout de suite sont partis au quart de tour en nous disant oui, on y va et on va inclure, et au final, on a eu très peu d'inclusion. Certains pour des raisons de volumétrie, d'autres parce qu'il y avait trop d'études ouvertes et qu'on ne faisait pas partie des études prioritaires. C'est ni mal ni bien, c'est comme ça. Donc, dans les études de promotion externe, on a vraiment essayé de limiter ce qui était de l'ordre du faisable. Donc, on a 2 RIPH qui ont remporté un appel à projet et financement sur fonds propres et mécénat pour les autres études. Et je dois quand même souligner que la solidarité interrégionale a très bien fonctionné dans cet appel à la solidarité. Au début, moi, quand j'avais un petit peu peur de l'accueil qui allait être réservé par les autres établissements, qu'est-ce qu'on a fait en premier? On a contacté les centres partenaires, les centres du GERSI en premier, et on a eu un accueil très favorable. Donc voilà, on a quand même beaucoup, vous allez voir la carte après, on a ouvert beaucoup de centres dans le Grand Ouest et ça a quand même très bien fonctionné. Donc merci à tous pour ceux qui nous écoutent. Si on veut faire un petit focus sur les projets RIPH qu'on a eu, alors on va faire les focus sur quelques-uns, mais pas tous. D'abord, e-Covid, qui était donc un essai médicament placebo, donc hydroxychloroquine versus placebo. On a rencontré rapidement 2 urgences. C'était déjà monté le projet en 15 jours, quelque chose qui nous semblait un peu invraisemblable. Et puis surtout, rassembler les centres urgemment et comment on les contactait. Donc, il y a eu une fébrilité, on va dire, au niveau de la maison de la recherche. On a beaucoup travaillé jour et nuit, en sachant que certains investigateurs étaient quand même dans les soins. Donc, allaient aussi dans les soins et revenaient sur quelques heures retravailler. Beaucoup de travail, effectivement, la nuit. Il a fallu, c'était très compliqué, en particulier sur le plan méthodo. Hein. Donc, nos méthodos ont été, et biostatisticiens ont été vraiment sollicités à ce moment-là, parce qu'on avait peu de données. Et donc, dans nos critères d'inclusion et quel malade on allait choisir, pour les inclusions était très compliqué. On a fait beaucoup, effectivement, d'aller-retour aussi avec les quelques données qu'on pouvait avoir sur un plan national et en particulier sur l'Est pour savoir quels étaient les malades graves qu'on devait inclure ou pas, effectivement, dans ce protocole. Donc, on a eu des grosses difficultés un peu sur le plan méthodo au départ. Des difficultés de budget dont ça Loïc Carbalido vient de vous parler. L'incertitude des réponses des centres. Alors, effectivement, on a été très vite surpris de tous les collègues des investigateurs qui ont répondu très vite et vraiment malgré le travail qu'il pouvait y avoir parmi les investigateurs dans le soin, il y a vraiment une réponse là pour la recherche pour essayer effectivement de répondre en tout cas aux questions et en tout cas à celle-ci sur l'hydroxychloroquine versus placebo. La pharmacologie, on a eu beaucoup besoin de nos pharmacologues, peu de données effectivement sur quelle dose il faut donner sur l'hydroxychloroquine. Pas le temps de faire des données préliminaires, en tout cas sur la dose que vous deviez utiliser. Et donc, on s'est beaucoup appuyé sur eux et quelle dose on devait donner parmi, entre celles qui avaient déjà été administrées, on va dire, par le professeur Raoult à Marseille, quelles étaient les autres données qu'on pouvait avoir sur la Chine. En tout cas, un vrai travail des pharmacos qu'on a beaucoup sollicité. Et puis, évidemment, alors ça, je ne l'ai pas mis dedans, mais il y a eu aussi toutes les données, tous les projets ancillaires vis-à-vis de la biologie qui pouvaient naître, que ça soit du point de vue des immunologistes, mais aussi des autres porteurs, en tout cas, de projets de recherche fondamentale, de savoir qu'il fallait effectivement avoir des biocollections et aller extrêmement vite aussi dans ce domaine-là. Donc, on va dire qu'on avait des réunions avec de multiples investigateurs et de multiples questions. Il a fallu effectivement scinder un peu nos réunions et puis il y avait beaucoup effectivement de travail qui se sont faits le soir. On a eu, donc il y a eu aussi à monter un CRF en urgence. Quelles données biologiques on allait rentrer, quelles données cliniques on allait mettre, comment on récupérait tout simplement les consentements, parce qu'on a découvert ça effectivement avec les malades Covid. Eh bien, quand on faisait signer, il fallait tout simplement avoir effectivement des consentements qu'on laissait ensuite tout simplement dans une feuille plastique qu'on gardait quelques jours, qu'on récupérait après. Il fallait laisser les crayons aux patients, des choses en fait qui allaient vraiment dans le pratico-pratique. Mais on se souvient avoir travaillé, vous voyez, même sur des détails comme cela, mais c'était des choses auxquelles il fallait qu'on donne des réponses effectivement rapidement. Le monitoring, ça a été un vrai questionnement, dont s'est occupée effectivement Madame Hu. C'était qu'est-ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on faisait appel aux arcs descentes? Est-ce qu'on faisait
Donc, et du coup, on sollicitait, on va dire, les ARC des centres pour faire le monitoring sur place. Est-ce qu'on faisait une délégation? Est-ce qu'on faisait effectivement une demande d'autorisation de dérogation, on va dire, en tout cas à la CNIL, pour pouvoir ensuite récupérer et pouvoir faire du monitoring à distance, puisque je vous rappelle qu'on était en plein confinement et qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et donc, c'était comment on allait faire pour pouvoir faire du monitoring à distance. Et tout ça, voilà, en n'ayant pas la notion de budget, donc faire du monitoring sans budget, c'était aussi pas si facile que ça, pas de déplacement autorisé, quel personnel est disponible sur les centres. Et ça, on n'arrivait pas du tout à avoir une lisibilité sur le personnel disponible dans chaque centre. Et donc, quelque chose qui n'était pas si facile que ça, en tout cas, à monter. Et donc, Monsieur Carballido vous a fait une carte, effectivement, des inclusions, en tout cas, pour e-Covid sur le plan national. Donc, on peut voir qu'il y a eu des inclusions partout, que le Grand Ouest a vraiment joué le jeu, que les centres hospitaliers qui sont non universitaires ont vraiment joué le jeu, avec des centres qui, c'était pour certains, même des premières fois, on va dire en tout cas, de mettre le pied à l'étrier sur des essais médicamenteux, avec certains où on est allé aider, en tout cas, main dans la main, on va dire, pour pouvoir effectivement aider à inclure. Et donc, vous pouvez voir effectivement un petit peu la répartition des inclusions, en tout cas dans les centres. Il n'y a pas Monaco, parce que c'est un petit centre aussi. Ah si, ils sont là, si, je les vois, voilà. Qui ont même aussi voulu participer. On a eu aussi des collègues de Marseille qui voulaient, dans des cliniques, participer aussi à cet essai. Et donc, on a aussi été beaucoup contactés par des centres qui, dès qu'ils ont entendu parler d'e-Covid, se sont aussi prononcés, en tout cas pour pouvoir inclure. Donc, on a eu effectivement beaucoup de coups de téléphone à gérer. Et vous voyez qu'il a fallu gérer et les investigateurs et les DRCI pour tous ces centres-là assez rapidement, puisqu'il n'y a pas simplement que leur accord, mais il fallait aussi travailler avec les pharmacies pour ensuite envoyer et les médicaments et les placebos. Et donc, de souvenir, Madame Darsonval, qui était ici à la pharmacie, s'est occupée effectivement d'envoyer tous les médicaments assez rapidement, et en tout cas pour les plus gros centres et les centres qui avaient répondu très rapidement, en moins de 48 heures, d'essayer de tout étiqueter et d'envoyer ensuite sur la semaine d'après. Donc, vous voyez des cellules en fait de la DRCI qui ont été mobilisées et qui ont vraiment joué le jeu. Donc, en tout cas, un travail où je retiendrai, moi, effectivement, une solidarité, enfin, c'est vraiment le terme que M. Carballido utilisait tout à l'heure, mais une solidarité qui s'est jouée à tous les moments et à tous les instants, et en sachant surtout qu'on n'avait pas beaucoup de temps. C'était une course une course contre la montre, et en se disant, si on doit inclure, c'est aussi maintenant, puisqu'on espérait tous effectivement que cette première vague, à un moment donné, puisse s'arrêter. Mais en même temps, on avait effectivement, fallait là surfer justement sur la vague pour pouvoir inclure à ce moment-là. Donc, vous voyez un temps où on a été vraiment bien occupé au sein de la DRCI, mais je pense que les uns et les autres qui avaient monté des projets, en tout cas, vous pourriez raconter la même chose. Oui. Et là, on continue sur un autre essai. Donc, on vous en parle de celui-là parce que c'est un autre essai médicament qui est encore ouvert. On a fait le choix de pas l'arrêter cet été en se disant, tout le monde nous parle d'une potentielle seconde vague. Bon, on y est. Donc, c'est Covid Trial. C'est un essai médicament qui a pour ambition de montrer l'efficacité d'une dose standard de vitamine D versus une forte dose. Chez les sujets âgés, donc c'est plus de 65 ans. Le début des inclusions, c'était le 15 avril, et on a laissé l'étude ouverte en se disant tôt ou tard elle reprendra, et c'est le cas, c'est-à-dire qu'après une période une courbe tout à fait plate pendant 2 mois et demi, lentement mais sûrement les centres se sont remis à inclure puisqu'il y a désormais plus de malades, et aujourd'hui nous avons donc 73 patients inclus. On pense qu'on devrait la mener jusqu'au bout, cette étude, au regard de la situation épidémiologique. C'est aussi l'exemple d'un essai médicament qui associe 10 centres qui ont accepté, donc CH et CHU, qui ont accepté de participer sans surcoût. Et c'est une étude qui n'a pas de budget, puisqu'elle n'a pas remporté d'appel à projet, donc elle est financée sur fonds propres. Et donc là, on va envoyer, étant donné qu'on a eu, on a fait appel aux dons, aux mécènes, on va envoyer des avenants, aux conventions pour rémunérer à minima, mais rémunérer quand même un peu les centres participants dans cette étude, puisqu'ils ont quand même accepté de la garder ouverte pendant plusieurs mois chez eux et qu'ils ne l'ont pas oublié puisqu'ils se remettent à inclure. Donc voilà, elle méritait d'être mentionnée, cette étude. Une autre étude, donc c'est POCUSCO, qui était donc l'intérêt pronostic de l'échographie pleuropulmonaire.
donc sur 11 centres, qui allait terminer le 18 juin 2020. Et là, ça a été extrêmement vite puisque effectivement, il y avait 307 patients qui devaient être inclus sur les 350. 307 ont été inclus sur les 350. Et en tout cas, là, c'est un appel à un dossier qui a été retenu au PHAC interrégional. Une autre étude, HomeCove. Donc là est une étude de catégorie 2 qui était donc aux urgences et qui était l'intérêt des critères cliniques pour identifier les patients Covid-19. Donc là, pareil, hein, on a eu le même sentiment de monter ce projet extrêmement rapidement en 15 jours, de rassembler les centres urgemment. Une étude qui était quand même sur 31 centres, qui a été terminée assez rapidement le 17 juin, puisqu'en fait, ça se passait aux urgences et ils ont pu donc en inclure beaucoup avec 3130 inclusions. Là aussi, c'est pas de budget, financement sur fonds propres et le mécénat du CHU d'Angers. Si on regarde, donc vous savez qu'on peut peut-être parler un petit peu des financements effectivement qu'il y a eu et puis des appels d'offres auxquels on pouvait répondre. Le 6 mars dernier, il y avait on ne savait pas très bien, la DGOS répondait pas beaucoup, en tout cas, on va dire à nos demandes sur les financements vis-à-vis du PHRC national Covid. Et donc, on s'est tourné, nous, beaucoup, évidemment, vers d'autres appels d'offres. Donc, a été celui du PHRC interrégional, les projets ANR. Il y en a eu aussi un que j'ai oublié de marquer, qui était celui de l'armée, sur lequel on a aussi envoyé des projets, mais on n'avait vraiment pas beaucoup d'assurance sur les appels à projets et des financements. Voilà, donc on peut voir sur le PHRC interrégional, puisqu'on est sur une conférence du GIRSI, qu'il y en a eu 2 effectivement de sélectionnés, validés par la DGOS. Donc, ont été un projet sur le CHU de Tours et un autre sur le CHU d'Angers. Et il y en a 2 autres qui ont été retenus et dont la transmission va être soumise à l'évolution, en tout cas, de leur inclusion. Donc, en tout cas, des projets qui ont pu voir, vous voyez, malgré l'incertitude, on va dire, en tout cas, des financements, mais des projets qui ont aussi quand même pu être retenus, en tout cas, sur l'interrégion. Et puis, il y a toujours, je vous rappelle, a priori, l'appel à projet de l'ANR est toujours ouvert, parce que je crois que c'est jusqu'à fin octobre qu'il est ouvert, et donc pour des travaux de recherche à court terme, donc toujours avec un comité évidemment d'analyse et d'expertise. Alors, je pense qu'il est quand même important, maintenant, quelques mois plus tard, d'essayer d'avoir une petite lecture critique sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné. C'est peut-être encore trop tôt pour la faire, cette lecture critique, parce qu'on a encore, on va dire, on est encore dedans. Il a fallu reprendre une activité normale sur les autres études et maintenir quand même les études sur le Covid encore ouvertes, et elles nous occupent, ces études. Mais quand même, c'est-à-dire que si on regarde, certes à l'échelle du CHU, mais de l'interrégion et même à l'échelon national, le premier constat qu'on peut faire maintenant, a posteriori, c'est trop d'études, pas assez de patients. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, on va dire, il n'y a pas eu de coordination suffisante, que ce soit à l'échelle interrégionale ou même à l'échelle nationale, entre les établissements. On s'est rendu compte, c'est-à-dire que lorsque la DGOS a confirmé les financements dans son appel à projet spécial Covid, donc là, ça nous mène à début mai, si je ne me trompe pas, a confirmé ces financements, elle a invité les projets lauréats à se rapprocher les uns des autres, parce que certains étaient concurrents. Et là, effectivement, certains établissements se sont rapprochés et on s'est rendu compte, alors ce n'était pas le cas d'e-Covid, parce qu'il y avait quand même, je crois que c'était la seule étude double aveugle, placebo, randomisée, placebo. Bon, donc celle-ci, c'était pas le cas. Mais il y avait quand même beaucoup d'études où on avait des protocoles qui étaient similaires ou quasi similaires. Et cette situation explique aussi pourquoi les inclusions n'ont pas démarré. Donc, le pas assez de patients, il est peut-être, on va dire, à nuancer. C'est-à-dire pas assez de patients éligibles pour 5 études qui avaient les mêmes critères d'inclusion plus ou moins. Donc, il est là le problème majeur, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir un dialogue concerté et plus intelligent entre nous tous. Après, situation d'urgence, les investigateurs étaient dans le soin on ne sait combien d'heures par jour, et les DRCI étaient également, on va dire, avaient le nez dans le guidon. Et c'était la première fois, je pense, que les activités de recherche des établissements de santé vivaient une telle situation. Je ne crois pas qu'il y ait un précédent avec une telle intensité sur une si courte période. Donc, c'est facile de dire ça maintenant, mais il n'empêche, c'est ce qui a contribué à l'échec de certaines études. Et on peut le voir avec e-Covid, parce qu'avec e-Covid, il y a eu beaucoup de centres qui nous ont répondu oui au départ et qui en fait n'ont pas inclus parce qu'ils avaient leur propre recherche en promotion interne, et ils nous l'ont dit clairement.
c'est qu'effectivement, ils n'allaient pas forcément inclure dans nos études, puisqu'ils avaient leurs propres études aussi à inclure, et donc en particulier des gros centres, en particulier à la PHP, qui nous ont clairement dit qu'ils ne pouvaient pas inclure, parce qu'un malade pouvait être inclus dans 4, 5, 6 études. Vous voyez, alors pas évidemment thérapeutique en même temps, mais en tout cas sur d'autres études aussi observationnelles ou de biocollection, et donc ils ont réservé aussi en tout cas les inclusions pour leur propre promotion interne. Donc on voit bien la difficulté en tout cas que c'était et que c'est toujours, mais voilà. Et du coup, ça nous amène quand même à nous poser la question de s'il n'y a pas, on va dire, une certaine opportunité à mettre en place l'équivalent d'un plan blanc de la recherche. C'est une trouvaille du professeur Pellier, mais je la trouve très intelligente, cette trouvaille. C'est vrai, c'est-à-dire que si on regarde les établissements de santé, il y a un plan blanc pour tout. Il n'y a pas un plan blanc pour la recherche. Pour autant, maintenant, si on regarde la situation un peu froidement, l'idée d'un plan blanc en situation épidémique, d'un plan blanc recherche en situation épidémique extrêmement tendue, peut être vraiment intéressante parce que elle nous forcerait probablement à tomber dans à éviter de tomber dans les écueils dans lesquels nous sommes tombés, et elle nous forcerait peut-être à mieux nous coordonner. Donc, pourquoi pas essayer de le tenter déjà au niveau du GIRSI avant de le faire au niveau national. Et d'avoir en particulier peut-être une analyse en tout cas de comment on sélectionne effectivement les projets, et peut-être à plusieurs et non pas dans cette urgence qui était liée effectivement aux investigateurs, sans concertation peut-être avec d'autres établissements et avec potentiellement des projets qu'on a vu ensuite devenir concurrents parce que les bonnes idées, bien elles étaient souvent effectivement dans d'autres établissements. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui serait important peut-être à travailler en disant comment on peut harmoniser en tout cas nos idées de recherche quand c'est comme ça, et comment en tout cas on favorise le développement de certains projets et pas d'autres. Mais même nous localement, je pense qu'on a dit oui à beaucoup de projets en tout cas d'investigateurs. On n'a pas non plus beaucoup communiqué en disant que c'était maintenant en tout cas qu'on pouvait faire. Donc sont venus effectivement ceux qui étaient au sein des services de soins de Covid qui avaient vraiment une urgence à répondre, et potentiellement tous les investigateurs, il y en a qui sont arrivés bien après. Et je pense qu'il était trop tard et on leur a dit non. Mais on s'est quand même posé la question, nous, au sein du conseil scientifique de la DRCI, c'est comment on aurait dû mieux communiquer, même au sein de l'hôpital, sur en tout cas ces appels à projets auxquels on pouvait répondre, et peut-être un moyen de sélectionner certains projets et de dire non à d'autres. En tout cas, nous, c'est la leçon qu'on en a tirée. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai tiré. Mais en disant que là aussi, on avait peut-être été vraiment dans cette urgence sans arriver, en fait, tout simplement à prendre suffisamment de recul, en tout cas dans cet exercice qui était difficile, mais en tout cas, on était tellement plongé dans les projets, essayer de répondre, essayer d'aller le plus vite possible, on va dire en tout cas, en termes de méthodo, de monitoring, et puis ensuite aller à la NSM et au CPP. Je pense qu'on a oublié en tout cas nos procédures même habituelles de la manière dont on sélectionne parfois des projets, en tout cas sans surcoût. Et je pense que ça, c'est un élément que nous, en tout cas, on a rediscuté au sein du conseil scientifique de la DRCI, parce que certains investigateurs m'ont posé la question, mais je me dis que c'est quelque chose qu'on peut aussi, enfin voilà, comme les poupées russes, se poser la question au sein du GIRSI. Oui, et d'autant que si on structurait on va dire cette sélection des projets, on pourrait également lutter contre quelque chose qu'on a observé, et je pense qu'on peut observer partout en France. Et encore une fois, c'est ni mal ni bien, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a les assouplissements réglementaires dont on a bénéficié, et le fait que globalement, pendant quelques semaines, l'argent n'était plus un problème. C'est-à-dire qu'on faisait un appel à la solidarité, tout le monde répondait. C'était plus l'urgence numéro un. Il y a eu, c'est sûr et certain, on le sait maintenant, un effet d'aubaine. Un effet d'aubaine, la question maintenant qu'il faut essayer de se poser, et probablement qu'il y aura des études qui vont le démontrer dans les années à venir, mais c'est est-ce que toute cette recherche, ce pic d'activité de la recherche pendant plusieurs mois, a produit une recherche de même qualité qu'en temps normal? C'est une réelle question. Est-ce que la NSM et les CPP ont laissé passer des protocoles qu'ils auraient laissé passer en temps normal? On n'en est pas sûr. Est-ce que nous, au sein des CHU, les DRCI, et avec les conseils scientifiques associés, ont laissé passer des études qu'ils auraient laissé passer en temps normal? J'en suis pas sûr non plus. Donc, en espérant que la prochaine crise soit pas demain, mais à l'avenir, il faut peut-être se poser la question de mieux se structurer pour éviter cette aubaine et cette inflation, je l'ai mis en titre, qui est réelle, et ça, c'est le professeur Pellier qui va vous en parler. Il y a une vraie inflation liée à la recherche sur le Covid.
Voilà, donc pour parler de l'inflation, j'ai repéré donc effectivement un jeu de données publié là dans Open Data qui est donc lié qui s'arrête en fin août 2020 et qui s'est centré en fait sur les publications françaises, c'est-à-dire avec au moins une affiliation française. Donc ça peut être avec des associations avec d'autres pays ou européens ou sur le plan international. Donc vous voyez que c'est quand même 2261 publications qui ont eu lieu, donc la majorité quand même en anglais, avec effectivement des journaux extrêmement divers et variés, mais en tout cas certains effectivement sur le plan infectiologique qui remportent les choses. Et on voit effectivement qu'il y a 48% quand même des publications qui sont issues en fait de français seulement. Mais en tout cas, l'autre moitié est avec des collaborations internationales. Donc, vous voyez 2261 publications qui sont référencées sur début de l'année jusqu'en août 2019. Alors, il y a plusieurs choses à retenir de cette période et je pense que évidemment cette slide ne sera pas suffisante, mais déjà, tout ce qu'on vient de dire, il faut le mettre à l'aune de ce qu'on vient de vivre, à savoir, c'est la première fois dans l'histoire que la recherche en santé connaît un pic d'activité si brutal. La recherche, c'est le temps long, c'est le temps de la réflexion. La crise Covid, c'est le temps de l'urgence et de la réponse immédiate dans la prise en charge. Donc déjà, c'est, on va dire, on attendait de la recherche quelque chose que normalement, enfin, une chose à laquelle normalement elle ne peut répondre. Premièrement. Ensuite, je pense que ça a été un moment, ce qui est toujours vrai, oui, mais ça a été un moment fondateur pour les équipes recherche au sein des établissements publics de santé. Petit aparté personnel, moi j'ai pris mon poste en janvier 2020, donc un peu avant la crise, et c'est vrai que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le personnel recherche d'un CHU, c'est le personnel de l'ombre. C'est celui qu'on ne voit pas, il n'est pas dans le soin. Peu de personnes connaissent les techs, les ARC, à part les investigateurs, mais également les chefs de projet, les méthodologistes, les data managers, toute une série de métiers fascinants qu'on ne détaillera pas ici, mais qui existent. Et cette crise, elle a montré en fait à quel point ils étaient utiles et à quel point ils pouvaient travailler fort, vite et bien. Donc ça, je pense que voilà, c'était nécessaire de le dire et de leur rendre hommage. Ça a été aussi un moment fondateur parce que je ne sais pas on va dire comment ça s'est passé dans les autres DRCI, mais en tout cas à Angers, les gens de la DRCI disaient il n'y a jamais eu autant de blouses blanches à la maison de la recherche. On n'a jamais vu autant d'investigateurs. Exactement, autant de médecins et autant d'investigateurs entre les murs de la maison de la recherche. Et quelque part, je pense que ça a été un moment fondateur aussi pour ces deux corps de métier qui se sont remis à se parler un peu plus que d'habitude. Donc ça aussi, c'est à retenir. Pour autant, malgré une grande réactivité, il ne faut pas oublier le manque de coordination et le retard qui a été pris au démarrage de nombreux essais. C'est le cas au tout début parce qu'on était dans l'inconnu, même si tout le monde a réagi très vite, on a pris du retard et bon, si on parle du Covid par exemple, on aurait des effectifs complètement différents si on avait pu démarrer 10 jours plus tôt. Voilà, et on aurait pu, c'est juste qu'il y avait trop d'inconnus à résoudre. On voit également que certes, on a eu un assouplissement, on va dire, du cadre réglementaire, mais les modes de financement, quand même, il faut y penser, restent globalement inadaptés pour ce genre d'activité en temps de crise. C'est-à-dire qu'il y a eu des processus dérogatoires et accélérés, mais pour autant, on n'a pas su, on va dire, on n'a pas su faire avec la question du financement. On s'est dit, c'est un risque, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne le prend pas, mais c'est resté un risque jusqu'au bout qui a pesé quelque part dans la prise de décision. Alors que, on voit dans le soin, la question du financement a été évacuée tout de suite. Bon, donc ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête, notamment si on pense que penser un plan blanc recherche, c'est quelque chose de nécessaire. Nous, on pense que ça l'est. Parce que ça peut permettre de générer des automatismes et on va dire des meilleures pratiques entre les établissements sur ces sujets. Merci. 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 C'est un vrai sujet, hein. C'est intéressant parce que moi, je vécu comme un investigateur qui a la fierté de ne pas avoir participé. Parce que dans le service, nous n'avons produit aucun projet de recherche sur le Covid. Nous n'avons pas participé au bordel en mais ça a montré plein de choses. Hein. Je trouve que
vraiment un cas d'école. Enfin, c'est super, on a montré qu'avec nous, on pouvait aller vite. Alors que, certes, la recherche, c'est le temps long, mais à partir du moment où la sélection a été bien faite, on souffre toujours d'un très très long délai entre les sélections, et là, la sélection peut prendre du temps, et la mise en application de la recherche. Là, on voit qu'on peut le faire vite. Donc, il y a des enseignements à tirer. Ce que vous avez souligné, et moi aussi, j'ai souligné, c'est effectivement, il faut un plan blanc, si j'avais pour un plan blanc, quand il y a deux plans. J'ai hésité à le changer de couleur. Mais parce que là, effectivement, il y a un effet de qui est terrible. On voit qu'il y a presque 15 millions d'euros qui ont été mis sur la table. Dans quelques années, on verra les résultats. Je crains que ça soit assez pathétique en termes de retombées. On voit bien que le mode de sélection n'a pas été à la hauteur, puisque, en tout cas, la sélection nationale s'est faite par des gens qui n'étaient pas dans le soin. Elle a été redondante, puisque un jour, ils pouvaient valider Covid à la plage, et le lendemain, Covid dans le sable au bord de la mer, et sur le lendemain, Covid au bord de la dune. Et on disait, mais ça n'a pas de sens, vous ne pouvez pas en sélectionner trois, il faut absolument que vous organisez les choses. Comment le plan s'est organisé? Je trouve que c'est important. Il y a un élément qu'on n'a pas donné, Christophe, qui est la place aussi des CRB. Nous, en tout cas, Odile Blanchet, qui donc avait en charge le CRB, a pu répondre aussi extrêmement vite parce qu'elle avait une biocollection de maladies infectieuses. Et donc, on a pu répondre en fait aussi extrêmement vite à cette biocollection parce que sinon, là aussi, sur un plan législatif, enfin réglementaire, je veux dire, c'était quand même un peu long. Et c'est vrai que les rôles des CRB ont aussi été très importants. On ne l'a pas assez souligné, je pense, dans notre topo, mais je pense que c'était aussi un élément important si on avait des CRB réactifs. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'échelle GIRCI, à l'échelle du groupe, il y a vraiment du sens à se dire il y aura peut-être d'autres crises sanitaires, comment on pourrait s'organiser. Alors, un des freins à l'organisation principale, c'est le financement, vous l'avez bien dit. Et le mode de financement, il n'existe pas. Et là, on voit bien que les financements ont été confiés à une structure qui n'est pas une structure de soins qui est l'ANR, qui n'a pas été confiée via la DGOS aux différents acteurs des PHRC, ce qui a énormément freiné les possibilités d'organisation. Et si on veut avoir du poids à l'échelle des territoires, il faut effectivement qu'on ait le financement, et que ça arrive par nous, pour qu'on puisse effectivement sélectionner de façon correcte et contraindre un peu les différents investigateurs à se regrouper. Je pense que tant qu'on n'a pas la contrainte, on est tous quand même fondamentalement de bons latins, donc individualistes dans la. Mais le coup du plan blanc, oui, faut y bosser. Il faut au moins le faire à notre échelle, en disant que quand on prévoit en cas de crise sanitaire un projet, il faut d'emblée, dans les 24 heures après l'idée, aller contacter les différentes DRCI pour regrouper absolument nos idées. C'est vrai que ça sera d'autant plus facile qu'on a du financement dédié et qu'on peut contraindre, mais même sans financement dédié. Voilà. Puis je pense que la dernière leçon que je retiens, c'est que finalement, faire la banque, ça peut être le rôle d'une DRCI et d'un établissement, et c'est payant. Alors, payant scientifiquement, je ne sais pas. On verra quand on aura les résultats. Mais en tout cas, en termes de construction d'un projet, ça marche. On voit que si effectivement il y a le coup de pouce, dans la majorité des cas, les projets, ils arrivent à se mettre en place et ils arrivent à trouver leur financement derrière. Donc je pense que ça a vraiment du sens. Enfin, ça fait partie des grandes leçons de la crise. De la crise. Et c'est intéressant de voir qu'en fait tout le monde a envie de réagir comme ça et que tout le monde est partant. Il y a des questions, Marion, sur les chats? Pour le moment, non, mais on invite tout le monde à poser des questions via l'outil ou prendre la parole pour ceux qui ont des micros. C'est tout à fait faisable, donc n'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. S'il y a aussi des salles, ceux qui sont dans les salles, vous pouvez prendre la parole d'emblée si vous avez des questions en ouvrant vos micros. Ou des commentaires ou des réflexions diverses et variées. Ouais, il y en avait plus tout à l'heure, puis on n'a pas le
On a été jusqu'à une quarantaine, mais on n'a pas le nombre exact dans les salles en Vendée pour le moment. Et est-ce qu'on a une idée, enfin, là actuellement sur les études qui sont arrivées à terme, enfin, combien parmi les 4 études Quelle est votre question? Je vais y arriver, normalement j'y arrive. Enfin, pas toujours, mais généralement. Parmi les 4 études multicentriques qui sont parties à l'initiative du CHU d'Angers, il y en a combien qui sont arrivés au bout? En fait, il faut considérer toutes. Non, donc Covid Trial est encore ouvert. Il y en a une qui est encore ouverte, Oui, et les 3 autres sont closes, oui. Et elles ont atteint leur objectif. Alors, Pas e-Covid. Pas e-Covid. E-Covid n'a pas pu atteindre cet objectif pour 2 raisons. C'est que bon, le contexte épidémique était tellement, on va dire, ralenti, voilà, qu'on n'avait plus d'inclusion. On aurait pu maintenir l'essai ouvert. On ne l'a pas maintenu ouvert parce qu'en fait, on avait des injonctions nationales sur le fait de ouvrir, fermer l'étude, puisqu'il y avait tout un débat en juin sur l'hydroxychloroquine est-elle dangereuse ou non. Donc, au final, on a décidé de l'arrêter parce que ce n'était pas possible de communiquer au centre en disant bon, une semaine, on suspend l'inclusion, la semaine suivante, on réouvre parce qu'on l'a fait. Hein. Il y a eu une semaine où il y a eu suspension, puis après, réouverture. Ce n'était pas viable. Dans un essai comme ça, avec plus de 40 centres, ce n'est pas possible. Donc, on a dit bon, on arrête et puis on sortira les résultats qu'on pourra sortir. Et en termes, choix qu'on a fait et en termes de résultats, maintenant, on en est sur ces 3 études qui n'incluent plus, donc dont les inclusions sont closes. On en est à quel stade? C'est traitement de données, c'est la publi. Covid Trial, donc c'est ouvert. Oui. OMCOV a été soumis pour publication. OMCOV, donc c'est data traité soumis. Oui. Et Focusco aussi. Focusco aussi. Et Covid aussi. Et Covid aussi. Toutes les 3. Donc ça veut dire que c'est important parce que ça veut dire que non seulement on peut aller vite pour les mettre en place, mais on peut aussi aller vite pour traiter les données et on peut aller assez vite pour écrire, ce qui a du sens quand on est dans une situation de crise sanitaire. C'est aussi la course pour écrire. On avait commencé à préécrire pendant les inclusions. Voilà, on ne l'a pas évoqué dans cet effet d'aubaine, mais on se rend compte que quand même, il y avait plutôt intérêt à écrire vite pour la simple et bonne raison que face à un tel volume de publications, il y a aussi un effet de mode et qu'il ne faut pas arriver trop tard. Mais après, il y a tout le temps quand même de l'analyse, en particulier du monitoring, et des data. Quand on voit ça a été quand même un temps je pense que tout le monde a été vraiment centré sur tout ça, mais il y a un temps minimum pour avoir un essai au final qui va être de qualité. Sinon, mais justement, je trouve que c'est très très court, c'est impressionnant quand même. C'est moins de 6 mois, moins de 6 mois pour un process complet. Quand on voit que les PHRC, habituellement, la moyenne sont entre 5 et 6 ans, c'est un truc phénoménal. Hein. Il y a une question. Oui, il y a des questions, des remarques. Alors, Bénédicte Lelièvre du CHU d'Angers dit effectivement qu'à partir de cette expérience, on peut sans doute définir des critères pour sélectionner les études dans une situation de crise. Est-ce qu'il y a des critères qui sont peut-être plus judicieux que d'autres avec ce regard Déjà, je pense qu'il aurait fallu effectivement qu'on réunisse aussi le conseil scientifique de la DRCI comme on fait habituellement quand on a aussi des projets sur surcoût. Hein. On demande souvent effectivement à quelques membres du conseil scientifique, mais je pense que c'est surtout sur le plan interrégional où on aurait pu effectivement aussi s'appeler et puis essayer de faire des visios en disant quels sont les projets que vous avez vous actuellement en cours et puis essayer de les sélectionner en tout cas sur le plan interrégional pour ne pas avoir d'essais redondants. Il y a d'autres questions. Y a-t-il eu des études en soins primaires? L'activité des soins primaires avec notamment la mise en place des COVIL semble propice aux études de soins primaires, des idées qui peuvent favoriser ces études ville-hôpital des mini-giliers du réseau Paramède. Alors oui, il y a eu une grosse étude. Paramède, non, ça j'ai dit. Non, mais là, elle va donc effectivement, il y a eu deux grosses études qui s'articulaient, même avec une troisième, qui était interrégionale, relativement massivement interrégionale, qui partait de Brest et coordonnée par la cellule soins primaires du GIRSI, qui est basée à Brest. Malheureusement,
il y a eu une étude concurrente à Bordeaux et une étude concurrente à l'APHP. Donc, on a eu du mal à obtenir, on n'a pas réussi à la fin, des financements particuliers pour cette étude soins primaires. Et quand c'est passé au PHRCI, où là, on a maintenu des critères de sélection, même si on a fait un process rapide, puisqu'on a réussi à rendre les résultats tout début mai, c'était déjà trop tard, puisqu'on était en fin d'épidémie et que ça paraissait pas raisonnable de maintenir cette étude, dont on sait très bien qu'elle n'aurait pas réussi à inclure. Donc oui, il y a eu des projets. Le GIRC n'a pas été assez rapide. Alors, je ne vous ferai pas les détails en on de pourquoi il n'a pas été assez rapide. Je peux le faire en off. Et au niveau national, on n'a pas réussi à faire reconnaître la particularité et l'intérêt des études en soins primaires, ce qui est un petit peu dommage pour le GIRC, puisqu'on pensait avoir une relation privilégiée avec la DGOS qui nous avait chargé de cette mission recherche en soins primaires. Et au moment où on a été les solliciter pour mettre en pratique ce qu'ils avaient déclaré, ils étaient aux abonnés absents. Très décisionnaire dans cette Non, non. Ouais, c'est ça. En plus, pas très décisionnaire dans cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'il y a eu une espèce de réseau parallèle qui s'est mis en place à l'échelle nationale pour le financement des projets Covid et que la DGOS a été mis un peu sur la touche. Et on a voulu créer un nouveau truc par le biais de l'ANR, dont on peut juger les résultats comme on veut. Chacun est libre de son jugement. Et sinon, sur le site Angevin, on a un projet qui porte sur les soins primaires. C'est le projet Confilon qui cherche à évaluer les effets du confinement sur les patients atteints de lombalgie. C'est porté par le département de médecine générale. C'est un personnel 300 madame. Je pense qu'il y a dû en avoir ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a dû en avoir beaucoup. Et dans votre connaissance, rien qui soit en relation ville-hôpital. Enfin, c'était soit vraiment. Sur le projet Brestois, était vraiment très vite. Voilà, il était très centré soins primaires. Soins primaires EHPAD, le deuxième. Et le troisième, c'était soins primaires et CHU sur le versant biologie, génétique, génomique, etc. Hélène de Tours nous demande si quelqu'un dans la salle a des commentaires sur les études qui vont commencer sur les vaccins. Un regard particulier sur ces études-là, dans ce contexte-là. C'est l'étude, ça va être de l'étude industrielle. Moi, je n'ai pas de commentaire particulier. Je ne vois pas comment on va pouvoir s'inscrire dans ce type d'études, à part les centres qui sont potentiellement producteurs de ces vaccins, mais actuellement, c'est principalement de la production industrielle. Donc, moi, je ne vois pas quelle va être notre place à part celui d'effecteur. Voilà. Il n'y a plus d'autres questions pour le moment. Bien. Merci. Dans les salles. Dans les différentes salles, dont celle-ci. Non, bon bah, je pense qu'on va s'arrêter, mais c'est une période très riche, je trouve. Pas... Voilà. Super, merci. C'est gentil. Bon, je vois que les lundis du GIRC reprennent bien dès la rentrée. Bon, merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont participé. Voilà, c'est un temps d'échange toujours intéressant et important. Donc la prochaine est prévue. Cécile, Marion, quelque chose près. Ce n'est pas prévu, je ne crois pas. Il n'y a plus rien d'ici la fin de l'année? Si, Ah bon, ça m'a fait peur. D'accord. Donc il n'y a pas de date. Brest. Voilà, il n'y a pas de date. Brestois. Ça fera un sujet brestois. Voilà, là c'est vrai. Donc suivez les dates, ça arrive. Il y a un commentaire. Ah, un commentaire. Oui, c'était toujours sur la collaboration soins primaires, ville hôpital, des initiatives pour faire travailler tout le monde ensemble. Il y en avait, mais bon, on a un peu d'autres sujets.
Ok, allez, au revoir à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci encore, monsieur Carbaïdo. Merci Isabelle. Merci à vous. Je vais laisser faire Cécile parce que je vais pas la